Bonjour à tous, bienvenue dans Business Models, l'émission qui donne envie d'entreprendre sur Télésud. Alors vous le savez, la vocation de beaucoup d'entrepreneurs est de changer le monde. On a la chance d'avoir une entrepreneur qui le change au quotidien sur le terrain. Mon invité aujourd'hui est Aïssa Dione. Bonjour Aïssa. Bonjour. Bienvenue, merci de nous rendre visite. On va parler de votre entreprise. En quelques mots, qu'est-ce que vous faites? Parce que en fait, vous êtes multicarte, vous avez beaucoup de facettes. Mais votre entreprise, que fait-elle? En fait, la philosophie de l'entreprise, c'est j'imagine, de relier l'art à l'industrie et de développer les savoir-faire au Sénégal et par-delà en Afrique de l'Ouest. Et j'ai eu à commencer ce projet d'entreprise à travers le développement du textile, tout particulièrement du tissage traditionnel. Donc beaucoup, en effet, cette conjecture entre art et industrie, beaucoup dans le domaine du design, du mobilier, du textile. Oui, absolument. C'est là où ça s'exprime le plus. Oui, surtout que l'entreprise couvre différents sujets, puisque au départ, c'est le tissu pour la haute décoration et l'ameublement. Ensuite, le design et la fabrication de mobilier. Et ensuite, nous avons également une galerie d'art pour les artistes africains contemporains. Bon, on va revenir sur toutes ces entreprises qui sont les vôtres, ce parcours, mais on commence souvent par un petit focus sur l'actualité. Dans l'actualité qui intéresse votre secteur, il y a celle du coton. Pourquoi le coton émerge comme ça à vos yeux? Bien, le coton, c'est fondamental chez nous, puisque c'est à travers la transformation de ce coton que l'entreprise est née. Et les problématiques qui sont liées au coton sont à la fois économiques, politiques et sont immenses. Et depuis 2010, l'entièreté des filatures en Afrique de l'Ouest sont fermées, quasiment fermées. La fibre coton est exportée entièrement. Donc on en revient à la problématique de nos matières premières qui ne sont pas transformées sur place. Et c'est ce que nous avons fait à travers l'entreprise. Et l'actualité très intéressante dont je peux parler, c'est la relance de la filature au Sénégal, d'une part, et aussi un regain d'intérêt pour tous les gouvernements, surtout d'Afrique de l'Ouest, pour une réindustrialisation de ce secteur, du secteur textile. Et ça, c'est un vrai enjeu, se réapproprier ces matières premières. Il y a des intérêts économiques qui ne militent pas forcément en ce sens et vous devez nager à contre-courant. J'ai toujours nagé à contre-courant, toujours, depuis le départ. En fait, quand j'ai démarré, il n'y avait ni tissu fabriqué au Sénégal, ni mobilier, et tout est importé. Donc depuis le départ, la notion d'industrie et de fabrication locale, c'est nager à contre-courant. Voilà. Un autre thème qui vous tient à cœur, c'est la formation. Comment est-ce que finalement on transmet ces savoir-faire aux plus jeunes? Alors après autant d'années d'exercice, je me rends compte tout de suite que la formation technique n'existe pas et qu'il faut impérativement la mettre en œuvre. Et enfin, j'arrive à intéresser notre gouvernement par rapport à ce projet de construire une école de formation en métier d'art, en métier, en technique et en design. Donc pour moi, c'est une belle actualité et c'est en train de se mettre en place. Bon, concrètement, c'est ça, créer une entreprise, c'est brique après brique, monter les projets. On va s'intéresser maintenant à ce marché de la création d'entreprises en Afrique. Alors c'est vrai que l'Afrique fait briller les yeux de beaucoup d'investisseurs en ce moment. Beaucoup estiment que c'est un Eldorado, une richesse potentielle en termes de croissance, d'opportunités. Est-ce que vous le constatez, ça? Je pense que oui, mais j'aimerais savoir sous quelle forme en fait, parce que depuis toujours, les matières premières sont extraites, ce sont des opportunités. Elles sont exportées, donc ça, je ne sais pas si c'est de ce point de vue-là qu'on regarde l'Afrique, ou est-ce qu'il y a d'autres sujets qui sont intéressants. En termes de création, oui, allez-y. Le mien, personnellement, c'est de mettre en place une première industrie et d'occuper les marchés actuels. Je prends le cas du mobilier.
Je pense qu'environ 100% de 95% du mobilier est importé. Donc ça, je peux dire qu'en ce qui me concerne, c'est une opportunité de marché. Je prends un petit exemple, la fabrication de draps. 95% de draps est importé. D'où? De Chine, de Turquie, De d'ailleurs? Chine, de Turquie, de partout. Ce qui est fou d'ailleurs, parce que vous avez fou. la matière première, Complètement les main-d'œuvre. Comment est-ce qu'on peut expliquer justement? Ouais. Et en fait, on a toute la matière première, le coton. La chose la plus simple du monde à produire, c'est le drap. Ouais. C'est vraiment rien du tout. Et je n'ai jamais compris comment aucun investissement avait été fait dans ce domaine. Alors qu'un marché de près de, je ne sais pas, 300 millions de personnes sont là, qui ont besoin de dormir dans du drap, de se vêtir. Et en fait, tout le marché est occupé soit par la fripe, soit par les importations de Chine et de Turquie, effectivement. Et alors que moi, je pense qu'on peut relancer cette industrie très facilement. Oui, et vous militez pour les circuits courts, hein, un thème qui est très à la mode en ce moment partout dans le monde. Oui, je milite absolument pour les circuits courts et il n'y a aucun problème de compétition, à mon avis, parce qu'il n'y a plus de transport. On crée des emplois sur tout ça. En fait, l'intéressant dans tout ça, c'est que peut-être qu'un drap qui va être vendu 800 francs parce qu'il vient de Chine et 1000 francs parce qu'il est fabriqué local, mais dans ces 200 francs, on va créer des emplois. Bien sûr. Donc il y a un intérêt économique évident que je pense que nos gouvernements vont commencer à regarder. Ouais. Des emplois, donc du pouvoir d'achat, donc plus d'emplois, etc. Oui. Donc il faut absolument créer une première transformation sur place. Bon, justement, c'est l'objet de votre entreprise, c'est votre mission sur Terre. Alors, on va parler justement de ce beau projet qui est le vôtre. Je parle de mission parce qu'on a l'impression que vous êtes en effet habité par cette forme de vision qu'il faut que vous soyez utile à ce continent et au Sénégal. Oui, absolument. Je pense que je n'ai pas créé l'entreprise pour juste des raisons financières. J'ai vraiment créé cette entreprise pour des raisons politiques, économiques, parce qu'il faut absolument qu'on se développe. Et je pense qu'il y a une autre façon de se développer que simplement de construire des routes et des infrastructures. J'arrête pas d'en parler. L'industrie, une nouvelle forme d'industrie est nécessaire. Comment c'est né? Ça a été quoi le déclic de cette création d'entreprise? Mais en fait, moi, je suis de formation artiste, parce que j'ai fait les beaux-arts, et je me suis intéressée au tissage traditionnel. Et j'ai abandonné la peinture pour développer ce tissu. Et au fil des années, je me suis aperçue qu'il y avait des problèmes économiques très graves qui étaient suscités par la non-transformation de cette matière première, qui est le coton. Et c'est devenu une passion, je m'y suis intéressée, j'ai développé et j'ai pensé que la seule solution, c'était de construire une entreprise. Et ça qui est intéressant, c'est-à-dire que vous auriez pu prendre le problème du côté politique en disant, voilà, je vais créer un parti, me présenter aux élections, changer le monde. Et vous avez dit, non, moi je vais partir du terrain, du concret, et en créant une entreprise, je vais montrer que c'est possible et changer le monde à ma façon. Oui, parce que je pense que parler, finalement, personne ne vous croit et il n'y a aucun impact. Mais faire une entreprise, ça a un impact sur la société, sur le regard des gens, sur les politiques. Réussir surtout, c'est un énorme impact parce que c'est visuel, les gens peuvent toucher, c'est tangible. Ouais. À propos de toucher, on va voir justement quelques exemples de vos réalisations dans différents domaines, le mobilier ou le tissu. Vous allez nous les présenter. Alors, qu'est-ce que l'on voit là? Alors, dans ma démarche de développer les savoir-faire, ils sont de toutes sortes, donc principalement le tissu. Là, ce qu'on peut voir, c'est un tissage créé dans nos ateliers en fond de coloris indigo avec un motif traditionnel et derrière un savoir-faire qui est d'un artisan sénégalais qui réalise des baobabs en fil de fer et en perles. Et là, nous avons un tissu du Togo aussi, juste derrière. Cette fois-ci, c'est un meuble qui est réalisé dans les ateliers parce que nous avons non seulement des ouvriers textiles et des tisserands, mais également des menuisiers et des tapissiers. D'accord. Et l'idée, c'est de concurrencer les importations de mobilier et de mettre en place un meuble qui soit entièrement réalisé au Sénégal. On voit que c'est des tissus qui sont haut de gamme. C'est un univers de luxe. Exact. Avec qui est-ce que vous travaillez, en fait? Qui sont vos clients? Alors, tous les grands décorateurs,
Mon client depuis plus de 20 ans principal est M. Jacques Grange. Je travaille également avec M. Jovanovic, M. Peter Marino, Michael Smith aux États-Unis. Et ça, c'était un choix d'être tout de suite positionné haut de gamme? C'est un choix parce que nul n'est prophète en son pays. Donc, mon tissage, au départ, n'intéressait personne. C'est très difficile de le positionner au Sénégal. Il s'est trouvé que par un concours de circonstances, j'ai pu le présenter à Paris et qu'il a été digne d'intérêt. Mmh. Et ensuite, j'ai pu développer. De toute façon, je pensais qu'à mon niveau, il était plus facile de commencer par exporter et vendre dans le monde du luxe. Et ensuite, refaire une collection pour le proposer en Afrique, c'est plus facile comme démarche. Ça a été simple, justement, de rentrer en contact avec ces grands décorateurs, ces grandes maisons du luxe? En fait, je pourrais dire que ça a été relativement simple parce qu'il suffisait de les contacter. Je pense qu'ils sont des grands professionnels et qui veulent tout voir et qui ne laissent rien échapper. Et donc, ils ont été séduits forcément lorsque par j'ai dit, ces couleurs, ces matières. Voilà, lorsque j'ai dit, je présente, j'ai eu un agent également, donc c'était facile. Quand je présente un tissu tissé main en Afrique, ça intéresse tout le temps. Et de par la qualité du produit, je pense qu'on n'aurait pas réussi si le produit n'avait pas été de haute facture. Donc ça a tout de suite pris. Donc la distribution, la commercialisation, voilà, est plutôt simple, c'est ce que vous nous dites. Après, l'enjeu, c'est quoi? C'est la fabrication, trouver le bon coton, trouver les... Oui, elle est simple et très compliquée parce que c'est un mode de commercialisation où on doit être très créatif. C'est la créativité permanente. On doit toujours se surpasser et développer. Et c'est le côté artistique qui a pu permettre le développement de cette entreprise, en fait. C'est une entreprise donc qui fait du sur-mesure. De design, de créativité. Gros travail de design. Gros travail. Comment vous faites alors? Comment vous l'abordez? C'est mon travail. C'est vous qui sortez toutes ces oui, c'est créations? moi. Je suis designer, donc c'est mon travail. Il y a pas vous n'avez pas entouré d'une équipe de création? Mais en fait, mon équipe, ce sont l'ensemble de mes ouvriers, de mes tisserands, des responsables textiles, des responsables mobiliers, des sculpteurs sur bois, des menuisiers. Tout le monde collabore, c'est une entreprise participative et on ne réalise pas de choses par ordinateur. Donc tout est fait au sein des ateliers. Ouais. Et la création est sur place sur les métiers à tisser. C'est-à-dire que vous répartissez votre temps entre Paris et le Sénégal? Oui, exactement, oui. Maintenant, tout ce qui concerne le mobilier, il y a une collection qui peut être réalisée à distance. On a aussi des codes où je peux travailler à distance parce que je m'entends tellement bien avec les ouvriers textiles qui connaissent ce que je veux, comment on développe, etc. Combien de personnes dans cette entreprise maintenant? Une centaine. Ah oui. Oui, une centaine. Ça grossit vite. Ouais. Et on s'avance aussi vers l'industrie, donc ça va être encore un autre challenge. C'est-à-dire l'industrie? Eh bien, il y a quelques années, j'ai eu à m'intéresser à l'industrie textile. J'ai constaté qu'un certain nombre de métiers à tisser étaient jetés au rebut ou vendus en tant que ferraille. J'en ai découvert à Lyon, j'en ai découvert au Sénégal. On en a fait l'acquisition pour rien. Et avec l'aide des ouvriers textiles, on les a remis en marche. Et juste pour dire que de vieilles mécaniques peuvent donner de bonnes choses et de belles choses. Et surtout des choses de qualité. Et depuis environ, ça fait maintenant bientôt 10 ans, on a remis ces métiers à tisser en marche et on développe une espèce de concept qui est la soft mécanique, de la soft industrie. C'est quoi la soft industrie? C'est ralentir les métiers à tisser pour donner de la qualité plutôt que de la quantité. D'accord. D'où les productions que vous nous avez présentées. Alors celles-ci, elles sont tissées à la main. Là, j'ai pas de photo de tissage mécanique, mais ce tissage permet de réaliser des rideaux, du tissu d'ameublement également. Et alors, un des enjeux aussi, c'est la qualification de vos ouvriers, les former. C'est pour ça que ça vous tient à cœur aussi, cette formation sur les métiers d'art. Comment est-ce que vous faites? C'est un processus qui est complexe ou finalement vous avez assez de ressources humaines?
Justement, à chaque fois que j'avais un développement au sein de l'entreprise, j'étais confrontée à ce problème de formation. Quand on a développé les métiers du bois, tout de suite on a buté sur les problématiques liées au bois, et qui sont aussi nombreuses que celles liées au coton. Et j'ai eu la chance, puisque j'avais ouvert un showroom à Paris, de rencontrer l'école Boulle et d'échanger. À partir de là, ça s'est fait de manière très spontanée. J'ai invité un professeur d'ébénisterie et un autre de tapisserie à Dakar, au Sénégal. Ils ont vu tout le potentiel de développement des savoir-faire et on a développé des workshops. Et au terme de ces workshops, on s'est rendu compte qu'il fallait impérativement mettre en place une formation technique dans ces secteurs, puisque les Sénégalais sont très doués. On a toutes les matières, on a de très belles techniques, mais pas de formation pour encourager et monter dans le monde moderne. Et donc, là, en ce moment, je travaille principalement sur ça. Ouais, donc en fait, vous gérez votre entreprise et en parallèle, en même temps, vous développez cette partie pédagogique. Les deux sont liés. Je pense qu'à un certain stade, quand l'entreprise va vouloir grossir encore, il nous faudra ça, cette formation qui nous accompagne. Donc c'est toujours dans la philosophie de développement. Bien sûr. Un autre sujet qui vous tient à cœur, c'est tout ce qui est bio, tout ce qui est durable. Exactement. Donc j'avais un projet de mettre en place une chambre bio avec rideaux, draps, couvre-lit, parce que nous cultivons du coton bio en Afrique de l'Ouest. Ce qui est rare encore, ou c'est nouveau ça ou ça se développe bien? Ça fait un petit moment, mais ça a eu du mal à percer parce qu'il n'y avait pas de filature justement. Le manque de filature a bloqué tous ces efforts, alors que les terrains sont parfaitement adaptés à la culture du coton bio. Donc il y en a au Burkina, il y en a eu au Sénégal, ça reprend au Sénégal, tout reprend. Et j'ai développé aussi, je suis en train de mettre en place une ligne d'ameublement pour la haute décoration en coton bio. Bon, donc il faut un peu plus de 24 heures dans votre journée pour suivre tout ça. On va s'intéresser maintenant à vous, votre parcours et personnellement, comment est-ce que vous vivez cette entreprise? Alors, derrière chaque entrepreneur, il y a un homme ou une femme aussi, avec un parcours propre. J'aime bien raconter ces histoires parce qu'en effet, rien ne se fait sans les personnes. Est-ce que vous pouvez nous raconter aussi comment vous êtes forgé ce caractère d'entrepreneur? En fait, je pense que, je ne sais pas si c'est particulier, mais le fait d'avoir été ouverte à double culture, puisque Vous êtes métisse. Oui, ma mère est française et mon père est sénégalais. Il était par ailleurs champion de boxe, ce qui m'a donné un peu un caractère trempé. Un caractère un peu plus trempé. M'a permis d'affronter beaucoup d'obstacles, puisque c'était terrible en fait de monter une entreprise de production au Sénégal. L'environnement est complètement contraire, aussi bien fiscal qu'administratif. Rien n'est fait pour encourager la production nationale. Alors, revenons juste, arrêtons-nous un instant sur ce père boxeur. Qu'est-ce qui vous a transmis justement? C'est quoi? C'est du courage, de l'énergie? Comment est-ce qu'il vous l'a transmis? Je ne sais pas, c'est peut-être les gènes. Ma mère, d'ailleurs, était infirmière et elle m'a transmis aussi beaucoup d'énergie. Tous les deux étaient tête dure et très volontaires. Alors peut-être que c'est ce que j'ai pris de chez eux. Ouais. Et comme je n'aimais pas perdre, et je n'aime pas du tout rater quelque chose ou ne pas réussir quand je cherche quelque chose. Donc je fais tout pour mettre en œuvre. Ça, c'est une caractéristique importante quand on entreprend. Vous grandissez en France. Oui. Et cette envie de faire quelque chose pour l'Afrique, pour le Sénégal, et d'aller entreprendre finalement sur ces terres d'origine, ça a été aussi un chemin, j'imagine, parce que vous auriez pu être entrepreneur en France. Mais je dois avouer que l'environnement sénégalais d'un côté, du point de vue fiscal administratif, n'est pas porteur, mais d'un point de vue réalisation, c'est à l'infini les choses qu'on peut faire rapidement. Je pense que si j'avais voulu réaliser cette entreprise en France, j'y serais jamais arrivée. Mais il y a une facilité quand même pour faire. On a une idée et peut-être le lendemain ou le surlendemain, l'idée est réalisée. Parce qu'il n'y a pas de blocage, on rencontre des artisans, on rencontre des gens, tout le monde est ouvert. C'est un monde d'opportunités. C'est un monde d'opportunités, effectivement, et j'ai saisi des opportunités.
Et quand j'ai commencé, 1, 2, 3 et ainsi de suite. Et puis c'est une boîte de Pandore et on n'arrête pas. Oui. Et c'est facile de répartir son temps et son énergie sur 2 continents? Il faut être concentré, il faut être focus, dédié, je pense. Non, c'est pas difficile. Je pense que, de toute façon, la réussite de cette entreprise vient du fait qu'elle soit entre 2 continents ou entre 3 continents. Oui, parce que vous travaillez avec le Japon. Hein. Oui, parce qu'il y a les États-Unis, oui, le Japon aussi. J'ai eu à rencontrer l'atelier de tissage de kimono il y a 5 ans maintenant. C'était assez improbable, je dois dire, parce que c'était un atelier très traditionnel, mais on s'est rencontrés lors d'un salon textile et on a sympathisé. Et j'ai eu à aller au Japon plusieurs fois. Et après moult négociations, les hommes de l'atelier ont décidé d'accepter que je sois designer pour eux. Parce que c'était les femmes qui voulaient, mais les hommes, c'était c'était plus compliqué. Plus compliqué. Mais finalement, ça se fait et on développe depuis 3-4 ans, toujours encore. Donc c'est ça quand même la colonne vertébrale de tout ce que vous entreprenez, c'est cette fibre artistique. Exactement, exactement. C'est pour ça que j'ai été amenée depuis le départ à mettre en œuvre aussi une galerie d'art présentant les artistes africains contemporains, principalement d'Afrique de l'Ouest. Et jusqu'à ce jour... Qui est à Dakar, hein, c'est ça? Elle est à Dakar, mais je participe à des événements. En ce moment, on est à 154 New York, voilà. Donc depuis le départ, ça a été très lié, les deux. Parce que toute l'industrie textile a failli. Tout le monde a fermé, sauf nous, depuis 10 ans. On est la dernière entreprise textile au Sénégal. Et qu'est-ce que vous avez appris au long de ces 10 ans? Est-ce qu'il y a un enseignement qui est marquant pour vous? Patience et longueur de temps font plus que force et courage. La Fontaine est toujours d'actualité. Est-ce qu'il y a des figures qui vous ont inspiré ou qui vous inspirent encore, des personnages qui portent finalement votre ambition? Des personnages, c'est-à-dire... des entrepreneurs ou plus proches de vous. On parlait de votre père et de votre mère. Est-ce qu'il y a des gens qui sont importants et qui vous inspirent au quotidien? Moi, disons que la philosophie de Thomas Sankara, qui a prôné toute sa vie la consommation du coton, la transformation de nos matières premières locales, c'est une figure qui est incontournable et... quelle que soit son appréciation de cette figure, sa philosophie reste et demeure, et c'est sur cette base qu'on a pu développer et qu'on est là aujourd'hui, et parce qu'on a appris à apprécier la qualité de ce que nous avons, de ce que nous savons faire, et je pense que ça, c'était très important. Et si on prolonge vos ambitions, votre rêve, quel est-il? Est-ce qu'il y a un rêve qui vous anime? Mais moi, le rêve qui m'anime, c'est que d'abord les savoir-faire d'Afrique puissent s'exporter sur le monde entier, qu'on puisse avoir notre petite part du marché international. Moi, ça, c'est mon rêve. Ouais. Vous le portez admirablement, d'ailleurs, ça commence. Et en termes de formation, donc ce projet d'école, ça, c'est votre prochain chantier, votre prochain défi? Oui, c'est notre défi. On souhaiterait que... En fait, c'est un principe de dire il nous faut un enseignement technique plus approprié. Au jour d'aujourd'hui, les enseignements dans nos pays ne sont pas du tout adaptés à la situation. On forme évidemment beaucoup de gens dans différents domaines, les universitaires, les nouvelles technologies. On a juste oublié qu'il fallait apprendre à fabriquer une chaise, qu'il fallait apprendre à fabriquer un bureau. Tout ça, on a oublié. Il y a une omerta générale là-dessus. On ne peut pas vivre qu'avec les ordinateurs. Hein. Il faut aussi de la vie quotidienne. Exactement. La vie quotidienne, on a oublié qu'on pouvait la fabriquer en Afrique et que ça allait créer des emplois. Et mon rêve serait de réaliser un Ikea ou un magasin vulgariser le mobilier et fabriquer entièrement au Sénégal ou en Afrique de l'Ouest. Un Ikea africain, c'est un beau projet, ça. Oui, c'est un projet. Ça pourrait séduire des investisseurs, exactement. je suis sûr. Ça, c'est un projet à investir. Bon, écoutez, en tout cas, merci beaucoup, Aïssa, d'avoir partagé avec nous votre énergie, votre enthousiasme et puis cette
belle façon concrète de changer le monde à votre échelle, avec toutes ces dimensions, qu'elles soient bio, qu'elles soient dans la formation, qu'elles soient dans l'art. Et puis, viendrez nous raconter, j'espère, la suite de l'aventure. Ah oui, c'est une grande aventure. Il faut lui trouver un nom à cet Ikea africain. Ça commence comme ça, baptiser oui, le, oui, le ça ne va projet. pas être difficile de toute façon. Bon. Ça va bientôt arriver. On compte sur vous. Allez, merci et à bientôt. Merci à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Business Models.